Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Face à la vague de froid, un dispositif d'alerte est mis en place par le ministère de l'Intérieur. Des plans d'action sont lancés dans 24 provinces pour éviter l'enclavement des zones les plus touchées par les chutes de neige et la baisse des températures. Le mouvement de contestation se poursuit en Algérie. Pour le 39e vendredi consécutif, les manifestants se sont rassemblés dans la capitale Alger à 48 heures du début de la campagne électorale de la présidentielle. Le Maroc et les Maldives signent à Rabat de nouveaux accords de coopération. Le ministre des Affaires étrangères des Maldives rappelle également le soutien total de son pays à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc. Du cinéma à la fin de ce journal, dans le cadre des semaines du film européen, le réalisateur franco-grec Costa Gavras présente à Marrakech son nouveau long métrage sur la crise économique qu'a connue la Grèce en 2008. Madame, Monsieur, bonsoir. L'heure est à la mobilisation face à la vague de froid. Un dispositif d'alerte est mis en place par le ministère de l'Intérieur dans 24 provinces comme Khnifra, Azilal, Midelt ou Tinrir. C'est le cas également à Ifran, où le comité provincial de veille a tenu une réunion aujourd'hui. L'objectif est de lancer un plan d'action pour éviter l'enclavement des zones les plus touchées. Reportage Sarah Jabri et Al-Din Hamini. Un mercure frôlant 0 degré et des averses de pluie et de neige, le froid hivernal s'installe tranquillement sur toute la province d'Ifrane. Des conditions météorologiques qui promettent à la ville une belle saison touristique, mais qui requièrent une mobilisation contre les effets de cette vague de froid. Nous sommes venus à Ifrane pour profiter de ces premières chutes de neige. Nous sommes très contents d'être ici, le trajet s'est très bien passé, la route est accessible et sécurisée. Pour faire face aux effets des intempéries, le comité provincial de veille et de suivi s'est réuni aujourd'hui. Plusieurs mesures proactives ont été prises afin d'éviter notamment l'enclavement des zones sujettes aux chutes de neige importantes, mais aussi pour maintenir la circulation sur le réseau routier dans de bonnes conditions. Nous avons mobilisé une 60aine d'engins pour les opérations de déneigement ainsi que des ambulances. Nous avons également mobilisé une centaine de personnes pour mener à bien ce plan d'action. La direction provinciale de l'équipement et du transport dispose d'une vingtaine d'engins, dont 21 camions chasse-neige. Nous intervenons sur près de 800 km de réseau routier, plus particulièrement sur les zones prioritaires. Parmi ces mesures figure également la fourniture de l'assistance nécessaire aux femmes enceintes et aux personnes sans abri et la mise à disposition des centres de santé les quantités de médicaments nécessaires. Des caravanes médicales seront également organisées à travers la province dans le cadre de l'opération Reaya. Des mesures dont bénéficieront 120 douars relevant de 10 communes rurales, soit près de 150 000 habitants. Dans les provinces concernées par le dispositif d'alerte, les moyens nécessaires seront déployés pour faire face aux conséquences des chutes de neige et de la baisse des températures. Il s'agit de mesures préventives pour venir en aide aux populations touchées. Il s'agit notamment d'assurer la mobilité des services médicaux et de maintenir la fluidité du trafic routier. Hind Ben Abdenbi. Vague de froid et chute de neige, voilà à quoi ressemblera la météorologie du royaume durant les jours qui viennent. Et en prévision de cette baisse importante des températures, le dispositif d'alerte du ministère de l'Intérieur a été réactivé. Des postes de commandement ont été mis en place dans 24 provinces, et notamment celles d'Ifran, de Khnifra, d'Azilal, de Midelt, de Boulmen, de Tinrir et d'El Hajeb. Les moyens déployés dans ces régions particulièrement touchées par la vague de froid le seront progressivement durant les 10 prochains jours. Pour cette deuxième année du plan national de lutte contre le froid, l'objectif est de permettre davantage de mobilité pour les services médicaux ainsi qu'un meilleur ciblage des zones régulièrement concernées par le dispositif de désenclavement. De nouvelles mesures prévoient également la mise en œuvre du partenariat avec la direction de la météorologie nationale pour l'alerte et la prévention contre les inondations. Il s'agit également de mobiliser tous les moyens logistiques pour pouvoir apporter des aides aux populations enclavées, notamment sous la forme de denrées alimentaires, de couvertures, de bois de chauffage en quantité suffisante. Le programme prévoit également une assistance continue aux éleveurs dans les zones reculées à travers la distribution d'aliments destinés au bétail. Sans oublier l'un des axes majeurs de cette stratégie, le maintien de la circulation sur l'ensemble du réseau routier dans des conditions acceptables de fluidité et de sécurité pour tous les usagers de la route.
Et selon la direction de la météorologie nationale, des chutes de neige sont prévues jusqu'à dimanche à Boulmen, Gersif, Ifren, Khnifra, Midelt, Sfro et Taza. De fortes baisses des températures sont également prévues dans les provinces de l'Haouz, Azilal, Bni Mellal, Figig et Tinghir. Et les conditions météorologiques se dégradent également en Italie, notamment à Venise. La cité des Doges est submergée par les eaux. Des inondations que la ville n'avait pas connues depuis 1966. Le gouvernement italien décrète l'état d'urgence face à ce qui est qualifié de catastrophe naturelle. Les développements avec Rita Saha. Les pieds dans l'eau, ces touristes sont contraints de porter leurs valises pour quitter le centre de Venise. Prise au piège de l'Acqua Alta, marée haute dans la langue de Molière, la cité des Doges se retrouve depuis plusieurs jours submergée par les flots. Sur la célèbre place Saint-Marc, transformée en véritable piscine, les pavés ont presque disparu. Aujourd'hui, ce lieu classé au patrimoine mondial a même dû être fermé au public. Je n'ai pas peur parce que je suis vénitienne et je suis habituée à cela. Mais c'est vrai que je n'avais jamais vu un tel niveau d'eau pendant plusieurs jours. Quand je suis arrivée, du coup, j'ai dû m'équiper de bottes parce que je voulais pas avoir les pieds mouillés. Donc je les ai achetés 10 € au petit shop en arrivant. Et pour moi, c'était nécessaire. De nombreux commerces, hôtels et musées ont été inondés par la montée de la mer Adriatique qui a débordé dans la ville. Hier, la marée a d'ailleurs dépassé les 1,80 m, du jamais vu depuis plus de 50 ans dans la Sérénissime. Face à cette situation catastrophique, l'état d'urgence a été décrété. Le Premier ministre italien a également annoncé une aide de 20 millions d'euros pour dédommager notamment certains habitants. Nous allons procéder en deux phases. Dans un premier temps, nous allons indemniser les particuliers et les commerçants à hauteur de 5 000 € pour les particuliers et 20 000 € pour les commerçants. Dans les jours à venir, de nouvelles intempéries et inondations sont encore prévues dans cette région du nord de l'Italie. Une situation dramatique qui pourrait porter un coup sérieux au secteur du tourisme dans cette ville, habituée à recevoir plus de 36 millions de visiteurs par an. Des touristes qui ont pour certains déjà annulé leur voyage de fin d'année dans la cité des Doges et ont finalement décidé de laisser les gondoles à Venise. L'Espagne affronte aussi de fortes intempéries. Dans le nord du pays, des pluies torrentielles et des chutes de neige s'abattent sur la région des Asturies. La circulation automobile est perturbée sur certaines routes. Les services météorologiques s'attendent à de nouvelles intempéries ce week-end à travers toute l'Espagne. La tension reste vive au Proche-Orient. À Gaza, un fragile cessez-le-feu est entré en vigueur après des affrontements meurtriers entre l'armée israélienne et l'organisation palestinienne Jihad islamique. Malgré l'accord, des frappes israéliennes ont été menées ce matin et des roquettes ont été lancées depuis l'enclave palestinienne. Depuis le déclenchement des combats en début de semaine, plus de 30 Palestiniens ont été tués. En Algérie, le mouvement de contestation ne faiblit pas. Pour le 39e vendredi consécutif, les manifestants se sont rassemblés dans la capitale Alger. À 48 heures du début de la campagne électorale de la présidentielle, les protestataires continuent d'exprimer leur rejet de ce scrutin. Mamadou Diaye. La protestation reste vive en ce 39e vendredi de mobilisation. Les contestataires disent non aux élections prévues le 12 décembre prochain, mais oui à un régime civil, avec le renouvellement de l'élite politique. Pas d'élection, nous méritons de nouveaux visages autres que ceux du gouvernement de l'ancien président Bouteflika. Nous ne voulons pas de ces élections. En plus, le salaire de ces dirigeants sont très élevés, alors que nous n'avons même pas de travail. C'est pour cela que nous sortons pour le changement. Selon les manifestants, les 5 candidats en liste appartiennent tous au même système, sous le magistère d'Abdelaziz Bouteflika. Pouvoir en place et contestataires campent alors sur leur position, un climat qui rend encore plus incertaine l'échéance électorale. Autre mouvement de contestation au Chili. Cette fois-ci, les manifestants défilent dans la capitale Santiago. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont fait 22 morts et plus de 2000 blessés depuis le début de la mobilisation. Pour répondre aux revendications des manifestants, la tenue d'un référendum a été annoncée aujourd'hui. Il sera organisé en 2020 pour réviser la constitution héritée de l'ère d'Augusto Pinochet.
Retour au Maroc avec le Forum international Meddays qui se poursuit à Tanger. 200 experts, opérateurs économiques et personnalités politiques venus du monde entier débattent de thématiques d'actualité. Aujourd'hui, l'un des thèmes abordés était celui de la montée des mouvements populistes en Europe. Pour les intervenants, la percée réalisée par l'extrême droite européenne, comme lors des dernières législatives en Espagne, est une source d'inquiétude à la fois pour l'avenir des relations Nord-Sud et pour les communautés immigrées installées sur le vieux continent. Reportage de nos envoyés spéciaux Zohir Daoudi et Rotman Mercado, le récit est de Nzam Hachi. Rares sont les pays de l'Union européenne à échapper à la progression des partis d'extrême droite. Mais définir clairement le populisme se révèle difficile. Les formations qui s'en réclament prônent le nationalisme, le protectionnisme, mais aussi le rejet de l'autre, à savoir les populations issues de l'immigration, à l'image de Vox, devenue troisième force politique en Espagne. Cette montée du populisme et de l'extrême droite fait de nombreuses victimes. Nous l'avons constaté dans plusieurs pays européens et dernièrement en Espagne avec le parti Vox qui a notamment gagné du terrain en Andalousie. Il y a une importante communauté marocaine qui s'y trouve, mais aussi dans d'autres pays de l'Union européenne. La plénière consacrée à ce sujet a été marquée par plusieurs interventions se rapportant au score remporté par Vox aux dernières élections législatives espagnoles. L'Europe va-t-elle s'inscrire dans une dynamique extrémiste et raciste? Pour certains observateurs, un phénomène de désenchantement des partis dits traditionnels a contribué à donner un large écho à la radicalité des discours des partis d'extrême droite. Je pense que ce sont des phénomènes très complexes, mais oui, il y a toujours une base d'anti-immigration, de racisme tout simplement dans ces phénomènes-là, où que ce soit en Espagne, mais en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne. Pas seulement l'immigration maghrébine, mais aussi on a vu par exemple en Grande-Bretagne que c'était très axé contre les Polonais par exemple à un moment donné. C'est une vieille histoire tout ça, hein. Mais oui, je pense que c'est un défi pour le lancer les sociétés pour le vivre ensemble. La montée des partis d'extrême droite remettra-t-elle en cause la coopération et le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée? Les intervenants ont aussi soulevé un autre point. Quelle influence auront ces formations au Parlement européen? Et l'un des invités de marque du Forum Meddays est le ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert. Luis Philippe Tavares s'est rendu aujourd'hui à Rabat pour rencontrer son homologue Nasser Bourita. Les deux ministres ont rappelé la solidité des liens entre le Maroc et le Cap-Vert et ont eu des entretiens sur des thématiques d'intérêt commun et sur les moyens de renforcer les relations bilatérales. Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, qui a également reçu son homologue des Maldives, cette rencontre a été l'occasion de signer 4 accords de coopération entre les deux pays. Les Maldives ont également rappelé leur soutien total à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc. Reportage Mouloudi Zindine, le récit est de Hind Ben Abdenbi. C'est la première visite d'un chef de la diplomatie maldivienne au Maroc et une rencontre importante pour les deux pays. Celle entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue maldivien Abdullah Shahid. Des entretiens qui ont notamment porté sur le dossier du Sahara marocain. La République des Maldives réitère son soutien total à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc, y compris sur ses provinces du Sud. Nous soutenons l'initiative marocaine d'autonomie comme étant l'unique solution politique, pragmatique, réaliste et durable pour la résolution de ce différend régional. Cette rencontre est également l'occasion pour le Maroc d'exprimer sa considération à la République des Maldives pour ses positions constantes et claires en ce qui concerne le dossier du Sahara marocain sur les scènes régionales et internationales. À l'occasion de cette rencontre, 4 accords bilatéraux ont été signés entre le Royaume du Maroc et la République des Maldives, des accords qui viennent renforcer les liens politiques, diplomatiques et religieux entre les deux pays. Durant les 3 dernières décennies, notre coopération sur le plan bilatéral et multilatéral s'est considérablement développée. Nous espérons que les liens actuels seront renforcés dans le futur, notamment grâce aux accords clés que nous avons signés aujourd'hui.
Ces accords concernent l'exemption de visa pour les ressortissants des deux pays, le renforcement des consultations politiques, l'approfondissement de la coopération entre l'Académie marocaine des études diplomatiques et l'Institut des affaires étrangères du ministère maldivien, ainsi que le renforcement des liens dans un secteur important pour les deux pays, celui du domaine religieux. Abdullah Chahid était également porteur d'un message du président maldivien Ibrahim Mohamed Soleh à Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui met en exergue la place particulière qu'occupe le Maroc dans le cœur du peuple maldivien, avec qui le royaume partage des liens d'amitié séculaire et de relations diplomatiques datant de plus de 3 décennies. Toujours à Rabat, le ministre des Affaires étrangères a reçu Mankeur Ndiaye, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine. À l'issue de cet entretien, Nasser Bourita a rappelé que conformément aux instructions royales, le Maroc déploie actuellement 762 soldats au sein de la mission onusienne en République centrafricaine. L'engagement du Maroc en faveur des efforts de paix dans ce pays s'inscrit dans le cadre de l'action onusienne ainsi qu'au niveau de l'Union africaine en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Je vous propose d'écouter à ce sujet Mankeur Ndiaye, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine. Mais je tiens aujourd'hui à rendre un hommage appuyé à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour avoir été l'un des tout premiers leaders africains à se mettre aux côtés de la République centrafricaine dans un moment critique de son histoire. Et grâce à Sa Majesté, à son leadership, le Maroc a répondu présent et a fait preuve de solidarité africaine, une solidarité qui ne s'est jamais démentie, en envoyant des casques bleus marocains il y a 6 ans en RCA. Je l'ai dit tout à l'heure au ministre, j'ai salué le professionnalisme, l'engagement, l'abnégation, le dévouement des 750 casques bleus marocains et des 13 officiers d'état-major marocains à RCA, dont 4 femmes. Je l'ai dit tout à l'heure, ils sont dans des aires géographiques très difficiles et ils travaillent dans des conditions également difficiles. Ils organisent beaucoup de patrouilles, appuient beaucoup d'ONG et par leur comportement sur le terrain, ils ont contribué à polir l'image de la MINUSCA dans les zones où ils interviennent, surtout dans le domaine de la protection des populations civiles. Un Marocain élu à la tête de l'Organisation mondiale des cités et gouvernements locaux. Mohamed Boudra est maire de la ville d'Al Hoceima. Il a été élu aujourd'hui à Durban, en Afrique du Sud, président de la CGLU. Une consécration de la politique de développement régional menée à travers le royaume. La CGLU est une organisation qui œuvre à renforcer le rôle des collectivités locales dans la vie publique et à améliorer leur action au profit des citoyens. Focus à présent sur un texte entré en vigueur il y a quelques mois. Il s'agit de la charte de déontologie du journalisme, une charte qui vise à assurer une autorégulation du secteur. Une rencontre organisée par le Conseil national de la presse s'est tenue aujourd'hui à Casablanca autour des principes déontologiques contenus dans ce document. C'est un reportage de Salim Ben Abou et Saïd Ben Zizou. Il ne s'agit en aucun cas de discuter les grands principes éthiques du journalisme, mais simplement de les réaffirmer et aussi de les replacer dans le contexte du XXIe siècle où notamment l'apparition puis la consécration du web ont littéralement bousculé le monde de l'information. Maintenant, avec les nouvelles technologies, je crois qu'il faut toute une panoplie de mesures. On est en train de travailler là-dessus aussi parce que je crois que ce n'est pas une responsabilité simplement des journalistes, des éditeurs, des professionnels, mais aussi de la société. Et c'est pour ça que pour nous, la question de l'éducation à l'information est très importante. C'est tout un projet qu'on est en train d'élaborer maintenant. Au-delà des nouvelles technologies, la charte s'applique bien évidemment à tous les professionnels du secteur, qu'ils soient journalistes web, audiovisuels ou papier, éditeurs et aussi aux professionnels de la communication, invités eux aussi à débattre cet après-midi. Compte tenu du bouleversement que connaissent les médias, les nouveaux moyens de communication, les nouveaux supports, la presse digitale et numérique, nous avions grandement besoin de cette charte aujourd'hui plus que jamais pour réglementer la profession. Cette charte est bénéfique aussi bien pour le journaliste que le journalisme en général et je crois qu'elle le sera d'autant plus pour le journalisme d'investigation.
Le document composé de 4 chapitres, parmi lesquels la responsabilité professionnelle, le traitement de l'information, la recherche de la vérité, mais aussi la responsabilité vis-à-vis de la société, devient ainsi la référence des quelques 3000 journalistes revendiqués par l'instance. Du cinéma pour clôturer ce journal avec les semaines du film européen organisées dans plusieurs villes. L'événement offre un panorama du cinéma européen actuel. À Marrakech, le réalisateur franco-grec Costa Gavras a présenté son dernier film Adults in the Room. Ce long métrage très politique revient sur la grave crise économique qu'a connue en 2008 son pays d'origine, la Grèce. C'est un reportage de Adnan Sayrani. Le récit est de Rita Saha. À l'entrée du cinéma Le Colisée, les spectateurs de tous âges, venus nombreux, sont impatients de découvrir le long métrage Projeté, un film réalisé par un véritable monument du cinéma européen. Le réalisateur franco-grec, grand habitué de Marrakech, connu pour ses œuvres engagées, a choisi de présenter Adults in the Room, son dernier film. C'est un regard, disons, un peu critique sur l'Europe, qui n'est pas, à mon avis, ce que devrait être, qui n'est pas non plus, c'est que ses fondateurs ont voulu qu'elle soit. C'est un sujet qui a beaucoup préoccupé l'Europe il y a quelques années et donc les films de Costa Gavras permettent d'avoir un débat aussi politique sur la gestion de la crise financière en Europe, par les États européens, etc. Une crise qui a chamboulé la Grèce et a poussé la population à sortir dans la rue, des faits que Gavras traduit en images dans son film, l'adaptation cinématographique du livre Conversation entre adultes dans les coulisses de l'Europe de Yanis Varoufakis, ex-ministre grec des Finances, avait été projeté hors compétition à Venise et Cannes. Le film avait d'ailleurs fait un carton. Dans le film, on voit que les deux personnages principaux essayent de trouver des solutions pour sortir la Grèce de cette mauvaise passe, mais on voit également que leur tâche est bien trop compliquée. Le film من côté image montage il est parfait. L'histoire ديالو كما شفنا كتهضر على la crise économique ديال الغريك كيفاش كيحاولوا يلقاو ليها solution. Donc, ما نحرقش الناس الفيلم. À l'issue de cette projection, le public composé de nombreux étudiants en cinéma a d'ailleurs pu débattre du film avec Costa Gavras. Le réalisateur a d'ailleurs donné aux spectateurs plus d'informations sur la situation dans son pays d'origine, ainsi que quelques anecdotes et secrets de tournage sur son dernier chef-d'œuvre. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Un dispositif d'alerte est mis en place par le ministère de l'Intérieur dans 24 provinces touchées par la vague de froid. Des plans d'action sont lancés pour éviter l'enclavement des zones les plus touchées, assurer la mobilité des services médicaux et maintenir la fluidité du trafic routier. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour Al-Massaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.